Nous allons vous présenter le cas de la métropole grenobloise. Nous avions été 8 étudiantes à travailler dessus. Tout d'abord, on voudrait également remercier les commanditaires et notre professeure Paulette Duarte qui nous a suivis aussi tout le long de cette année sur notre atelier. Concernant les politiques d'habitat dans la métropole grenobloise, on a séquencé notre travail en 3 parties. On présentera d'abord les spécificités et les enjeux de la construction métropolitaine, pour ensuite parler des politiques de l'habitat dans notre métropole et finir par l'articulation des rapports de force entre la métropole grenobloise et d'autres régions autour de notre métropole. Dans notre première partie, on va surtout montrer que le territoire grenoblois est marqué par une forte culture communale et ensuite développer un peu plus les services d'habitat au sein de notre métropole. On s'est surtout intéressé aux sources et aux caractéristiques de la métropole grenobloise pour construire l'historique de son intercommunalité. On remarque tout d'abord qu'entre 1966 et 1973, l'intercommunalité était formée sous forme de syndicat intercommunal. En 1994, on est passé d'un syndicat intercommunal à un statut de PCI, avec notamment la prise de compétences habitat, lorsque la métropole grenobloise est devenue à cette époque communauté de communes, qui recensait également 23 communes. À partir des années 2000, la communauté de communes s'est transformée en communauté d'agglomération, avec notamment un passage de 23 à 28 communes. Entre 2000 et 2012, il y a eu donc une annexion de quelques communes à l'intercommunalité. À noter également la délégation des aides à la pierre en 2005-2006. Ensuite, pour avancer dans notre intercommunalité, en 2014, la communauté d'agglomération a fusionné avec la communauté de communes du Sud grenoblois et la communauté de communes du Balcon Sud Chartreuse. C'était surtout dans le but de devenir métropole pour atteindre 49 communes et atteindre du coup le nombre suffisant de communes. En 2015, avec la loi MAPTAM, nous avons atteint 450 000 habitants, sachant que le seuil était à 400 000 habitants, donc le statut de métropole a été adopté. Également, avec une prise de compétence dans ces 2 dernières années, en termes d'aménagement, d'urbanisme, et la métropole est devenue maître d'ouvrage des OPA. On remarque tout de même, malgré cette construction intercommunale, une forte culture communale dans la métropole grenobloise, avec beaucoup de communes qui recensent des maires de couleurs politiques diversifiées et très marquées. C'est d'ailleurs ce que le président de la métropole a récemment dit lors d'une conférence grenobloise en février 2017. La métropole grenobloise est longtemps restée à une échelle de travail communale avec des maires qui recensaient un bon nombre de compétences. Et on a remarqué du coup une difficulté d'adaptation des maires des communes concernées par la fusion, puisque cela leur faisait perdre une bonne partie de leurs compétences. Aujourd'hui, ils recensent seulement les compétences en matière d'autorisation d'urbanisme, ce qui a quand même assez changé leur mode de travail. En parlant de compétences, après avoir discuté des compétences, de l'évolution des compétences, on voudrait vous présenter l'organisation de la compétence habitat au sein de la métropole. Avant toute chose, on voulait aussi préciser que en juillet 2014, juste avant la mise en métropole, il y a eu un nouveau directeur général des services qui a été appelé à la métropole afin de justement organiser le passage de la communauté d'agglomération à la métropole avec un regard neuf sur cette métropole. Concernant le service habitat de la métropole, il est dirigé en 4 services, divisé en 4 services, avec un service PLH, un service réhabilitation, un service de logement social et d'hébergement et un service foncier immobilier. Donc on remarque une segmentation des services qui est très prononcée et très organisée. Et nous avons du coup essayé de mettre en exergue cette organisation du travail au sein de la métropole au fil de nos entretiens que nous avons réalisés lors de notre travail. Donc on a rencontré plusieurs types d'acteurs, des acteurs internes à la métropole et des acteurs externes à la métropole. Concernant les acteurs internes à la métropole, c'était plutôt des experts habitat à la métropole. Les acteurs externes, on a rencontré des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des experts issus de la société civile ou encore des experts habitat en urbanisme. Concernant du coup les ressentis que nous avons
que nous avons relevées. Les ressentis internes, il y avait plutôt un ressenti de multiplication des effectifs par le passage en métropole. La responsable du service PLH de la métro nous a précisé que la métropole est passée de 1000 à 1700 agents. Et cet impact s'est surtout retrouvé sur les modes de travail, avec un élargissement de compétences à 49 communes. L'organisation du travail s'est modifiée avec un référent par territoire et une division de la métropole en 4 territoires, un territoire nord-est, nord-ouest, un sud et un grand sud. Et chaque référent par territoire va travailler avec des référents des autres services, parce que l'échelle est tellement importante aujourd'hui qu'il serait impossible de gérer les orientations de toutes les communes. Du coup, on retrouve plutôt une certaine transversalité entre les services. Selon les acteurs internes, cette transversalité, elle est plutôt vue de manière positive, mais elle reste à renforcer. Ça sera plutôt un travail de moyen ou long terme. Mais cette transversalité, selon les acteurs externes, elle est plutôt limitée. Et il y a un manque de communication, il y aurait un manque de communication entre les services, ce qui empêcherait, ce qui cloisonnerait la transversalité tant convoitée au sein de la métro. Notamment, c'est un expert habitat qui nous a parlé de ça et qui en travaillant avec la métro sur les PLH notamment, qui avait remarqué un problème en termes de mise en place de projets pluridisciplinaires à la métro. Donc on remarque bien cette forte culture communale qui a toujours été présente au sein de la métropole grenobloise et qui a plutôt impacté les modes de travail, mais il convient maintenant de voir comment a été ressenti le saut métropolitain et le passage à la métropole par les différents acteurs. Donc ce saut métropolitain, il a surtout été ressenti par les maires des communes d'une manière assez difficile parce qu'ils avaient beaucoup de compétences à l'époque, sachant que l'agglomération grenobloise est passée directement d'une communauté d'agglomération à une métropole sans passer par la case communauté urbaine. Donc les maires recensaient un bon nombre de compétences et ce passage à la métropole les a du coup amputés de leurs compétences et du coup on a plus de mal à mettre en exergue une cohérence intercommunale au sein de la métropole grenobloise. Également, c'est un saut métropolitain qui a plutôt été subi par les acteurs, qui était plutôt, la mise en métropole a été plutôt mise en avant par un point influent des élus. Et les maires, voulant garder leurs compétences, ont plutôt vécu cela d'une manière assez difficile. Et donc ça a été vécu comme plutôt subi. Donc voilà pour la construction métropolitaine de la métropole grenobloise. Je vais laisser la parole à ma camarade qui va vous présenter les politiques de l'habitat. Donc maintenant, je vais vous présenter les politiques d'habitat dans la métropole grenobloise. Et pour cela, nous allons commencer par en fait, les caractéristiques géographiques, économiques et sociales qui influencent du coup ces politiques. Puis nous allons voir l'évolution des PLH depuis 1994. Et pour finir avec les stratégies en fait, de la métropole dans lesquelles s'inscrit la question de l'habitat. Donc tout d'abord, ce qui est important de regarder, c'est que la métropole de Grenoble est encerclée par 3 massifs, donc le Vercors, la Chartreuse et Belledonne, et également encerclée par les fleuves, donc le Drac et l'Isère. Et ce qui fait que le premier enjeu, en fait, il va être sur cette question de la pression foncière, vu qu'on a très peu de foncier disponible. Le premier enjeu pour notamment des risques naturels et technologiques, et du coup, ça va être un des premiers enjeux sur Grenoble, c'est du coup de jouer avec cette densité et de faire une densité plus agréable pour satisfaire la demande de logement. On a également des diversités en matière de typologie d'habitat, puisque la métropole de Grenoble est la seule à être composée à la fois d'une ville-centre très urbanisée, d'un périurbain, mais aussi de communes plus rurales, voire même montagnardes. Et du coup, ce qui fait qu'on a on a de fortes disparités en fait, entre la ville-centre, qui regroupe que 4% des maisons individuelles, et la ville peu dense, où là, elle représente 75%. L'autre élément important également, c'est que le parc de logement est principalement constitué par du logement datant des années 60 qu'on voit ici en bleu, et qui en fait est un parc de très faible qualité, notamment énergétique, que dans les
politique d'habitat, on va chercher du coup à rénover. Enfin, un autre enjeu aussi primordial pour la métropole est celui du logement social, où là encore on assiste à de fortes disparités, puisque 75% du logement social est concentré dans 4 communes qui sont réparties, en fait, qui forment la première couronne de Grenoble. Et même si depuis 2010 on a une progression régulière du parc locatif social, malgré cela, en fait, l'offre de logements accessibles est toujours assez restreinte. Et enfin, l'ultime enjeu de la métropole va être sur l'attractivité, puisque la métropole souffre en fait d'un solde migratoire négatif. Du coup, pour pallier à ces différents enjeux, l'agglomération s'est dotée d'un PLH depuis 1994, dont il nous a semblé intéressant de voir leur évolution. Donc en ce qui concerne le PLH de 1994, il s'agissait plutôt d'un diagnostic et d'un état des lieux, mais où d'ores et déjà apparaît la question du logement social. Ensuite, on a un deuxième PLH en 2004-2007, où là apparaissent les questions de l'attractivité, de la mixité sociale et de l'habitat durable. Pour ce qui concerne le PLH de 2010-2016, il s'agissait de lutter contre le déséquilibre territorial, sur la requalification durable du parc existant, le logement social et l'hébergement. Des thématiques qui ont été ensuite poursuivies dans le PLH de 2017-2022, où là, on a également apporté la notion de démarche participative qui est au cœur de la métropole grenobloise. Donc, après avoir analysé les différents PLH, on voit se dessiner des objectifs majeurs qui sont apparus dès 1994 et qui sont encore poursuivis aujourd'hui. Il s'agit donc d'assurer l'offre de logement social, de lutter contre les déséquilibres territoriaux et de gérer le parc existant. Donc pour répondre à ces objectifs, la métropole a mis en place des actions en matière d'habitat. Donc tout d'abord, l'amélioration et la requalification du parc existant. Elle garantit aussi l'équité et le traitement en favorisant l'accès au logement de tous. Elle participe au programme d'accompagnement des risques industriels qui est un dispositif piloté par l'État. Et enfin, elle s'occupe de la production de nouveaux logements et notamment sociaux. Et ainsi, la compétence habitat de la métropole lui permet d'intervenir dans l'élaboration du PLU, des PLU, du PLUI et des PLH, ainsi que dans l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil et des gens du voyage, dans l'amélioration du parc bâti, de la réhabilitation et de la résorption de l'habitat insalubre. Et du coup, ce passage à la métropole a permis de développer plus de moyens humains et financiers, ainsi qu'une plus grande transparence de l'information et de l'équité. Et enfin, nous voulions illustrer ce qui vient d'être dit par l'exemple de ce nouveau quartier qui émerge au nord de Grenoble, qui est celui de la presqu'île scientifique, qui est un projet qui se développe sous 3 enjeux. Le développement économique, avec notamment le moteur de la recherche, le développement durable, avec la question de l'efficacité énergétique, et enfin la solidarité, avec la mixité des habitants et des nouvelles formes d'habitat innovantes. Donc, ainsi, la métropole développe un modèle de développement intégré qui allie une mixité sociale et fonctionnelle. Et elle essaie de se rendre attractive du coup par ses différentes propriétés. Et ce qui est intéressant de constater, et ce qui est ressorti en fait de nos entretiens, c'est que les politiques de l'habitat n'ont pas vraiment sont restées sur la même continuité, mais elles sont devenues en fait avec le passage à la métropolisation un des leviers à la volonté et au projet métropolitain qui est celui de devenir la métropole de l'innovation et de la transition énergétique, et ceci notamment en matière de logement. C'est donc une volonté politique initiée et portée par la ville-centre et où se pose alors la question des relations avec les autres communes que va nous expliquer ma camarade. On va donc maintenant s'intéresser aux différents rapports de force autour de cette question de l'habitat dans la métropole grenobloise, puisqu'on va essayer de montrer que la centralité joue un rôle dans l'évolution des politiques métropolitaines de l'habitat, mais également qu'il y a un certain nombre de relations entre les institutions et entre les acteurs qu'il convient d'étudier pour comprendre comment évoluent ces politiques. Du point de vue de la centralité, on a, pour notre analyse,
On a compris donc à la fois la ville-centre de Grenoble et la première couronne composée de 16 communes autour de Grenoble, qui ensemble regroupent 84% de la population. Comme nous le disions précédemment, le parc logement de cette centralité est très différent du reste de l'agglomération, beaucoup plus dense notamment. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que c'est à partir de ces communes-là du centre que sont diffusées la plupart des... Enfin, c'est à partir des idées qui émergent de cette centralité que sont diffusées les politiques métropolitaines de l'habitat. On peut souligner un point ici, c'est que le maire de la ville-centre n'est pas le président de la métropole. Dans cette centralité, donc, qui influe les politiques métropolitaines de l'habitat, on se rend compte que certaines thématiques sont primordiales, notamment la question du logement social, celle du logement de la population étudiante et enfin celle de l'innovation. Du point de vue du logement social, Grenoble regroupe 41% des logements du parc social de la métropole. Et donc, le constat est fait d'une très forte concentration de ce parc au cœur de l'agglomération, mais également d'une insuffisance d'un point de vue quantitatif de logements sociaux. Par ailleurs, une autre critique est faite, c'est la nécessité de renforcer les politiques à l'égard de l'hébergement pour répondre aux problèmes de ségrégation socio-spatiale ou encore de grande précarité de certaines populations. Une autre thématique liée à celle-ci, c'est celle de la mixité sociale, qui, encore une fois, est, on va dire, influencée par ce qui se développe dans le centre, dans la centralité, à l'instar de ce programme qui a été lancé dans le quartier de Bonne, c'est donc dans le centre de Grenoble, qui a été lauréat du Grand Prix du prix Écoquartier en 2009, et qui avait pour objectif de renforcer la mixité sociale en proposant à la fois des logements sociaux, des logements en accession privée, des logements étudiants, un EHPAD, etc. Et à peu près 10 ans après, on constate, on fait un bilan assez mitigé finalement de cette mixité sociale, et on se rend compte que sur l'ensemble du territoire, il y a eu très peu d'autres projets pour renforcer cette mixité, ou du moins pas de projet d'une telle envergure. Du point de vue du logement de la population étudiante, il est intéressant de voir que dans les médias, en 2017, Grenoble était présentée comme l'une des meilleures villes étudiantes en France. Le président de la métropole, dans la plupart de ses discours, présente Grenoble Métropole comme une métropole universitaire et étudiante. Donc c'est à la fois un enjeu du point de vue du parc logement, mais également un enjeu en termes d'image et d'attractivité. Mais ce qui est compliqué par rapport à ce logement étudiant, c'est que c'est une population assez difficile à appréhender, puisque c'est une population mobile et qui a des trajectoires résidentielles diverses. Puisque par exemple, si les étudiants sont inscrits à l'université, ils ne sont pas nécessairement présents sur le territoire tout au long de leurs études, ce qui complique donc l'appréhension, par exemple, du nombre nécessaire de résidences étudiantes. C'est donc un enjeu primordial pour la métropole grenobloise, significatif, mais qui est en mutation et donc qui est assez difficile à appréhender, mais qui... voilà. Enfin, une dernière thématique sur laquelle influe fortement la centralité, c'est celle de l'innovation, puisque déjà la ville de Grenoble est souvent présentée comme s'inscrivant dans une histoire longue de l'innovation. Souvent, on la décrit comme la cité de l'innovation. Et du point de vue de la politique de la ville et de l'habitat, on peut penser par exemple au rapport du Bedou de 1983. Et aujourd'hui, quand on analyse un peu le programme politique de la métropole, on se rend compte qu'il y a encore une volonté de s'inscrire dans cette dynamique d'à la fois renforcer l'innovation technologique et scientifique, mais de la lier avec une innovation sociale et politique. On peut penser à la campagne Murmure, qui a été lancée par la métropole. C'est une campagne d'isolation du parc privé qui vise à la fois à réduire l'impact environnemental du parc logement, mais également à lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus démunis. Il y a également la thématique de l'habitat participatif qui est fortement soutenue par la métropole,
Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça a été initié, c'est un mouvement initié par la société civile, plutôt à Grenoble, par un certain nombre d'associations, qui a été ensuite repris par la ville-centre pour être aujourd'hui soutenu par la métropole, laquelle l'a même mis dans son dernier PLH. Et donc c'est encore une fois une idée qui a émané donc, de la ville-centre pour s'inscrire dans une politique qui se répartit sur l'ensemble du territoire métropolitain. Enfin, du point de vue de l'innovation, en 2006 était créée la Biennale de l'habitat durable à Grenoble, qui aujourd'hui porte le nom de de Grenoble Ville en transition, excusez-moi. Et encore une fois, c'est porté par la ville-centre, mais de plus en plus soutenu par la métropole, qui en fait en tire les bénéfices, puisque notamment d'un point de vue du rayonnement national, voire international de cet événement. On constate donc que la centralité joue un rôle sur l'évolution des politiques métropolitaines en termes de logement social, de logement étudiant ou encore d'innovation. Ce qui pose la question à terme finalement des effets que pourrait avoir cette de cette prédominance de la centralité sur les politiques métropolitaines dans un territoire très diversifié. Par ailleurs, si on change d'échelle et qu'on s'intéresse aux relations qu'entretiennent les acteurs de cette métropole aux autres institutions et aux autres acteurs, on voit que le lien est assez fort et étroit avec le département, notamment du point de vue du logement social. Comme le montre par exemple donc, ce plan départemental, ce plan de développement de l'habitat qui a été fait en 2016, où étaient présentés des programmes d'action en termes pour repenser l'habitat et le vieillissement de la population, mais également pour repenser l'habitat indigne. Et un programme a été lancé à ce moment-là qui s'appelle « Sortir du mal logement en Isère ». Par ailleurs, ici, donc, vous avez le SCOT de la région urbaine grenobloise, composé de 2 communautés d'agglomération, dont la métropole grenobloise, de 16 communautés de communes et de 2 communes isolées. Et la métropole grenobloise donc, est au centre en vert, jaune-vert. Et ce que nous avons pu observer au cours de nos entretiens et de nos analyses, c'est que les liens sont assez faibles en fait, avec les autres communautés, avec les autres intercommunalités du point de vue de l'habitat, ce qui contribue à isoler encore un peu cette métropole. Plusieurs hypothèses sont donc faites pour lutter contre ce qui est parfois décrit comme une métropole prise dans sa géographie coincée. C'est de renforcer les liens avec d'autres territoires, d'autres aires urbaines, comme avec celle de Lyon par exemple, ou encore certains parlent de la nécessité de créer un sillon alpin qui partirait donc de Valence jusqu'à Annemasse pour aussi renforcer les liens avec l'international, avec des pays limitrophes comme la Suisse ou l'Italie. Et du point de vue du logement, certains parlent de projets tels que des projets de revalorisation du logement étudiant pour participer donc d'une meilleure attractivité et d'un meilleur rayonnement de la métropole grenobloise. Et pour conclure donc, sur notre travail, on se rend compte que le passage à la métropole a été vécu comme quelque chose de subi par un certain nombre d'acteurs, mais que toutefois les politiques de l'habitat sont parvenues à s'inscrire dans une certaine continuité par rapport aux politiques existantes. Et même si finalement cette métropole certains déséquilibres demeurent dans cette métropole du fait d'une centralité encore assez prédominante et d'un relatif isolement de la métropole. Bonjour, Jean-Pierre Caroff. J'ai le titre, entre guillemets, de grand témoin sur ce groupe de cet après-midi avec madame. J'ai bien entendu ce que vous avez mis en évidence, c'est la difficulté du passage d'une culture communale à une culture de la métropole. Les évolutions
les évolutions dans la culture commune, la construction de la culture commune, se font souvent soit à l'occasion de changements de génération d'outils. Je pense à des PLH, je pense à des PLU éventuellement intercommunaux, ou d'outils qui regroupent diverses approches, notamment des PLU intercommunaux qui intègrent les PLH, qui intègrent des plans de déplacement urbain, voire le plan climat. La première question que je me posais, c'est y a-t-il d'identifier actuellement de telles évolutions d'outils qui seront un temps fort justement pour faire évoluer la culture commune. Et le deuxième point, sachant qu'il y a déjà une partie de la réponse dans ce que vous avez donné, c'est que pour bâtir ces cultures communes qui sont quand même fondamentales pour faire vivre les politiques de l'habitat, il y a aussi un certain nombre d'instances, soit des instances, vous l'avez évoqué, de relations avec les organismes de logement social, mais aussi des instances de type conférence intercommunale du logement, parce qu'il me semble que dans votre document, vous parliez de conférence du logement et pas de conférence intercommunale. Alors, donc éventuellement, avoir un petit éclaircissement sur ce point-là. Donc, en gros, ma question se résume à quelles sont les opportunités pour faire évoluer justement cette culture. Actuellement, au niveau métropolitain, on pourrait vous apporter un élément de réponse sur le PLUI. Il y a une construction d'un PLUI qui est en train de se faire. C'est en travail depuis une année à peu près, 1 ou 2 années. Mais après, il y a le PLUI, mais en termes de... du point de vue, je pense, des outils, c'est celui qui est central. Ça sera celui-ci, ouais. Mais ce qui ressort aussi après, c'est que le principal frein, ce n'est pas forcément quelque chose de formel, c'est ce type d'outils, mais c'est plutôt des conflits en fait symboliques ou entre acteurs qui ne seraient pas encore prêts en fait à construire cette intercommunalité. Et en tout cas, nous, de notre analyse, c'est ce qui ressortait, c'est que c'était surtout, les outils n'étaient pas, il suffisait pas de mettre en place de nouveaux leviers pour que cette culture communale se crée en fait. C'est une acceptation qui doit être nécessaire, une acceptation sûrement et surtout des maires des communes qui doit d'abord être nécessaire c'est ce qui est ressorti dans nos entretiens pour ensuite parler d'une cohérence intercommunale. Mais après l'échelle paraît être plus longue, selon nos entretiens. Et du point de vue des élus bien sûr, mais des populations aussi, on se rend compte que la métropole grenobloise c'est pas quelque chose de connu, par exemple, l'information est assez... elle existe bien sûr, mais elle est encore assez faible, et je pense que ça participe aussi de cette faible culture intercommunale, donc cette faible adhésion à un projet intercommunal, en gros. Voilà. Voilà, Christophe Radier, donc à la DRIEA Île-de-France, mais en l'occurrence, j'ai travaillé à la région Rhône-Alpes il y a quelques années. Je vous trouve quand même très très noir sur l'interco grenobloise. Je pense aussi que dans la structuration du territoire, on est face à une métropole qui a un site extrêmement contraint. Vous parliez de foncier, effectivement, c'est très compliqué de gérer du projet urbain à Grenoble avec un enjeu qui est le renouvellement urbain dont vous avez finalement peu traité, alors que la ressource foncière à Grenoble, ça va être du renouvellement urbain. Vous parliez de Debonne, il y a aussi Bouchaillé-Vialet, 14 hectares. Donc Debonne n'est pas unique. Et deuxièmement, je pense que dans la création de l'EPF de la région grenobloise, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui a été à l'initiative avec le conseil départemental, le département. Donc je trouve que vous êtes quand même un peu noir sur le portage interco sur l'agglomération grenobloise. Je pense qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont par définition extrêmement communaux sur Grenoble. En gros, il y a des communes qui ont pratiquement tous les enjeux de renouvellement urbain et de politique de la ville cumulés, et une ville-centre qui, effectivement, n'a pas de foncier.
Donc c'est vrai que c'est des enjeux très communaux. Donc attention dans le propos du jour à pas être trop dans une lecture trop généraliste d'une situation qui est très typique, parce que le site est compliqué, parce que Grenoble a un enjeu d'attractivité majeur et se pose la question avec la presqu'île scientifique, de redonner à nouveau souple à son attractivité. Mais voilà, c'est très spécifique la situation grenobloise. Donc il y a comme des élus qui sur l'habitat ont été aussi très très dynamiques. Donc voilà, peut-être être un peu moins tranché dans votre analyse de Grenoble. Petite question, c'est un peu à côté aussi peut-être de votre travail, mais à la fin vous avez parlé du sillon alpin, de l'idée peut-être de voir d'autres territoires, se regarder plus du côté de Lyon. Est-ce que concrètement il y a des coopérations à ces échelles-là? Qu'est-ce qui existe est-ce qu'il y a sur quelle thématique Grenoble est impliqué dans des politiques ou des initiatives qui vont au-delà des limites de la métropole? Pour l'instant, il ne me semble pas que d'un point de vue, qu'il existe pas encore des coopérations. C'est plutôt dans des travaux de recherche en fait qu'on commence à parler de ça. Pas que, mais aussi des discussions entre experts. Et puisque ça semble assez cohérent avec la construction d'une métropole, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de coopération ouvert, à part par exemple, ce qu'on disait sur le logement étudiant, où c'était quelque chose qui, du fait de la grande mobilité des étudiants d'un point de vue international, c'était quelque chose sur lequel on pouvait agir assez rapidement, puisque c'est du fait de son attractivité résidentielle, ça pourrait jouer en fait. C'est quelque chose sur lequel il semble pas trop compliqué d'agir rapidement. Oui, juste deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une première sur les éléments de contexte de Grenoble. Il me semble avoir entendu au début, et j'aurais voulu que vous puissiez le préciser, que Grenoble, ou en tout cas l'agglomération, connaissait un solde migratoire négatif. Et du coup, j'aurais voulu savoir si vous saviez les raisons de ce solde migratoire négatif et au bénéfice de quel territoire finalement ces migrations se faisaient. C'était ma première question. La deuxième qui concerne la relation entre la métropole et les communes qui en sont membres, et à la limite c'est une question que j'aurais pu poser aussi pour la métropole de Lyon. Vous évoquiez le fait que le président de la métropole n'était pas celui de la commune centre. Par contre, il me semblait avoir compris qu'il y avait parfois des mutualisations de services, voire un service habitat qui est commun finalement à la métropole et à la ville de Grenoble. Donc est-ce que la métropolisation, elle aboutit aussi avec la montée en compétence de la collectivité et à la perte de compétences entre guillemets des communes, à des évolutions dans les services habitat des communes ou la disparition des services habitat des communes et des mutualisations de services? Je pensais par exemple sur la métropole de Lyon, ça aurait pu être entre les compétences du département en matière d'action sociale et les CCAS ou CIAS s'ils ont existé, ou en tout cas ceux de la ville de Lyon. En ce qui concerne le solde migratoire négatif, en fait, l'élu qui nous a dit ça n'a pas su vraiment expliquer pourquoi, les raisons vraiment spécifiques. Elle nous a juste dit que, en fait, une fois qu'on commençait à se mettre en ménage avec des enfants, etc., on constatait que les gens préféraient partir de l'interco pour une maison, etc., mais qu'ils n'arrivaient pas vraiment à savoir plus de raisons. Et également, ce qui était compliqué d'un point de vue démographique et social, c'est qu'il n'y a pas vraiment une grosse classe moyenne à Grenoble. Il y a de grandes disparités entre des classes assez précaires et des classes très aisées. Et du coup, peut-être c'est cette classe moyenne justement qui s'en va. Voilà. Et par rapport à l'endroit où ils iraient, de cette trajectoire résidentielle, on a pu voir aussi qu'il y avait un certain report à la fois vers Chambéry et à la fois vers Lyon. C'est deux attractivités aussi par rapport au fait qu'il y ait du coup une grande mobilité, notamment des travailleurs entre ces pôles.
mais que Grenoble ne devenait pas spécialement résidentiel, enfin perdait justement du coup des résidents, même si elle restait attractive en termes d'emploi. Et après, du point de vue du transfert de compétences ou des mutualisations, j'avoue qu'il y a des élus qui sont par exemple la ville-centre qui travaille aussi à la métropole. Après, du point de vue des compétences, je pense qu'on n'est pas assez précise pour vous répondre correctement, pour être tout à fait honnête. Juste, c'est Saba Amara, étudiante à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, pour aider mes camarades à répondre à cette question. Je pense qu'on peut parler d'une métropole qui est en déficit, qui a un sol migratoire déficitaire, parce que certains experts parlent d'une économie trop spécialisée en recherche et développement. Et c'est peut-être ça elle n'est pas assez développée dans d'autres secteurs. Et aussi, on pourrait dire qu'il y a aussi peut-être que la métropole de Grenoble souffre du dynamisme de Lyon. Donc, c'est des éléments de réponse qu'on a trouvés dans certains documents. Je me permets juste une remarque, il y a quand même une question de mobilité là qu'il faut prendre en compte. Enfin, vous le dites sans le dire, le site est très contraint. Il y a de plus en plus de ménages qui se reportent loin du centre très dense. Donc pour se rendre dans les principaux secteurs d'emploi, ça devient de plus en plus compliqué. Et malgré tout, il y a des efforts énormes au niveau de la piétonisation, avec, comme on le sait, des parkings relais, toute une structure en transport collectif. Mais on sait que c'est aussi ce qui fait fuir beaucoup de ménages. Ces navettes quotidiennes qui sont souvent allongées du fait de la congestion. Donc, pour le coup, c'est évident, et à Grenoble, c'est connu que la question de la mobilité est à prendre en compte pour les trajectoires résidentielles. Et à cet égard, justement, le PLUI, l'agence d'urbanisme qui est maître d'œuvre pour le PLUI, travaille sur cette mobilité pour les trajectoires, pour les trajets pendulaires, parce que c'est fondamental d'un point de vue environnemental et économique et social. Et c'est justement, peut-être aussi sur cette question de l'habitat est nécessairement liée dans ce territoire spécifique à ce genre de thématique, et notamment dans le Grand Sud, en fait, qui fait partie de l'intercommunalité, qui a fusionné récemment. Et c'est peut-être là-dessus on ne peut pas considérer la politique de l'habitat en dehors de cette question-là, vu que c'est fondamental, comme vous venez de le préciser.